la vie. Que dirait-il dans son plus récent livre « Rendez à ses arbres ce qui appartient à ses arbres », un livre qui sera en librairie demain? L'humoriste et scientifique Boucar Diouf leur donne la parole. Un récit qui parle de nous, des autres, de solidarité et d'intégrisme. J'ai rencontré Boucar Diouf un peu plus tôt. Boucar Diouf, bonsoir, bienvenue à 24/60. C'est un plaisir de vous recevoir, Boucar. À la fois le conteur, le poète, le scientifique. Et ce livre, « Rendez à ses arbres ce qui appartient à ses arbres », c'est vraiment la synthèse de ces trois idées-là. Hein. Vous êtes vous-même, vous incarnez vous-même la solidarité entre vos facettes personnelles de conteur, d'humoriste, de scientifique. Je ne l'avais pas vu comme ça, mais c'est vrai que c'est ça. Je pense qu'on retrouve là-dedans toutes les facettes qui m'intéressent. J'ai fait un condensé de ce qui m'allume dans la vie, le conte, un peu l'humour, la vulgarisation scientifique et la nostalgie. Beaucoup. Beaucoup la nostalgie. Parce que c'est un retour au pays, à vos racines. Oui. Les racines de l'arbre, les racines de l'être humain, les racines, donc, dans votre terre natale, collées à votre arbre, le baobab dite mère, que vous appelez la mère. Oui. Et c'est là que vous avez même appris tout ce que vous êtes devenu. Bien, je pense que mes premiers cours de biologie ou mes premiers contacts avec la nature se sont déroulés dans les champs d'arachides qui appartiennent à ma famille. Et ces petites forêts de baobab, depuis que je suis tout petit, à 7 ans, on allait là. Il paraît que vous disiez vos secrets aux vaches. Oui, j'aimais ça, raconter des histoires. Oui. Parce que les vaches sont extraordinaires, ces animaux. Quand tu es avec les vaches et tu les regardes, tu parles aux vaches, tu te rends compte qu'ils ont une attention, ils t'écoutent. Tu ne sais pas ce qu'ils pensent, mais ils t'écoutent. Alors moi, des fois, pour m'assurer que j'avais bien compris mes leçons, que j'avais bien compris ce que j'avais appris à l'école, de temps en temps, quand je gardais les vaches de mon père, les zébus, en fait, quand ils broutaient, puis je les empêchais de rentrer dans un champ, je pratiquais. Comme si c'était un public et je parlais. Je déclinais mes affaires, puis ils te regardaient. Tu ne savais pas qui pensait vraiment, mais c'est une belle école. Une belle école, une école qui vous a mené jusqu'ici, qui vous a d'une certaine manière arraché à vos racines aussi, d'une certaine manière, en vous venant. Oui, mais je pense que je dis souvent, je ne me suis pas déraciné vraiment. Je pense que c'est une fausse idée de penser que l'immigration, c'est un déracinement. On se déracine comme plante, puis on se réenracine ailleurs. Parce que sinon, on ne garde plus de contact avec le pays d'origine. Et en fouillant, je me suis dit probablement que la définition qui colle plus à moi, si je garde ma métaphore de l'arbre, c'est peut-être que je suis une branche de baobab qui s'est greffée en un sapin de la Gaspésie, c'est ça. Oui. Parce que là, mes racines, quand même, sont encore là, mais ce que je suis devenu est influencé aussi par ce sapin qui m'a accueilli beaucoup. Donc, c'est ça, je suis... Je me situe plus là. Oui, vous êtes d'une certaine manière exemplaire. Cela dit, rendez à ses arbres ce qui appartient à ses arbres. Et votre narrateur ou votre narratrice, au fond, parce que c'est un arbre, le baobab, mais c'est la mère qui vous raconte, qui raconte l'humanité, qui nous apprend qu'on a 2 kilomètres de bactéries, 2 kilogrammes de bactéries en nous. Je suis très heureuse, merci beaucoup. J'ai appris ça. Ces bactéries ont un rôle fondamental chez nous quand même. Mais oui, elles vont nous survivre d'ailleurs. Mon arrière-grand-père est enterré dans la forêt, la petite forêt de baobab dans nos champs. Et dans cette forêt, il y a un arbre qu'on appelle la mer. Dans ma langue, on dit Bakiaï. Bakiaï, ça veut dire l'arbre de la mer parce que quand mes ancêtres l'ont planté, cet arbre, il l'a planté au nom de sa maman. Et donc, on a gardé ce nom-là de génération en génération. Et quand j'ai commencé à étudier la biologie, chaque fois qu'on cultivait le champ, puis j'arrivais à la tombe, dans ma tête, je me disais, c'est fou parce que je suis convaincu d'une chose. Mon arrière-grand-père, il n'est plus ici, il est dans l'arbre. Je suis convaincu que l'arbre, il l'a recyclé et que c'est le même arbre dont on profite des fruits, et on utilise les fibres pour attacher nos vaches, on utilise les feuilles qu'on met dans le couscous qu'on mange. Et donc, je me suis dit, c'est peut-être qu'il a incorporé mon arrière-grand-père et nous, on mange probablement une partie de ça. Mais c'est un plaidoyer ou un essai, pour ne pas dire un pamphlet, parce que c'est trop poétique peut-être pour être un pamphlet, mais sur la solidarité. On aurait beaucoup à apprendre de la solidarité végétale. Il y a des chicanes dans le sous-sol, entre les racines, mais finalement, c'est de la grande solidarité. On s'aide à survivre. La chicane existe. Mais moi, quand j'étais étudiant en biologie, on nous parlait beaucoup de la théorie de Darwin. Et je pense qu'il y avait une compréhension tendancieuse de la théorie de Darwin qui voulait que, pour certains pensaient que le monde était une jungle ouverte où les animaux devaient compétitionner.
puis les meilleurs l'emportaient, se reproduisaient, les plus faibles disparaissaient, mais cette partie de la création existe, mais je pense qu'elle a toujours été couplée à une autre façon de faire qui est, on commence à réaliser ça, que même chez les arbres de la même famille, il arrive que les racines soient fusionnées pour partager les ressources, pour partager l'eau, et la nature regorge de cas comme ça. Sauf que la vie, ce dont on est témoin actuellement sur Terre, parce que vous ne faites pas de politique, hein, ce n'est pas un essai politique, mais quand on vous lit, puis qu'on regarde les informations, qu'on voit ce qui se passe avec les réfugiés, ce qu'on voit avec ces clôtures, ces murs, c'est comme si on voulait bloquer les racines de la vie, de se renforcer les unes aux autres. Mais moi, je pense que le succès de l'espèce humaine va passer par la solidarité beaucoup plus que par la compétition, où on couronne les meilleurs, le plus fort gagne, puis les autres ont... Je crois fondamentalement à ça, et quand on regarde dans la nature, on se rend compte que même les arbres nouent des relations d'amitié, les acacias avec les fourmis. Ils leur construisent des maisons, on appelle ça des domaties. Les fourmis rentrent dans les domaties et ils leur fabriquent des glandes pour les nourrir, qu'on appelle des nectaires extrafoliaires. Et en échange, les fourmis patrouillent l'acacia, puis surveillent ceux qui vont brouter. Puis des exemples comme ça, il y en a en quantité industrielle. Je pense que la vie peut s'épanouir beaucoup plus durablement dans la solidarité et l'altruisme, beaucoup plus que dans la simple compétition où on dit, tiens, mais de toute façon, vous le dites plus loin, vers la fin du livre, qu'on est l'humanité victime de son éternelle insatisfaction, puis on risque l'extinction vraisemblablement. Bien, peut-être qu'on... Mais je pense qu'on est insatisfaits, les humains. J'ai de très belles phrases, puis je voudrais les partager avec les téléspectateurs. Parlant de solidarité et des conséquences de cette absence, peut-être, de solidarité. Pauvreté. Bon, il y a le G20, mais il y a le G-faim. Oui, le G20 et le G-faim. C'est vrai que ça existe, je crois. C'est un cloisonnement qui existait avant, et maintenant, les gens du G20, ils savent ce qui se passe dans le G20, parce que les satellites leur montrent ça. Puis ils ont des cellulaires. Ils ont des cellulaires, puis ils décident à un moment donné, ils s'en vont là. Puis je pense que c'est une problématique sérieuse, je crois. Très tôt dans votre livre, vous parlez de l'égalité entre les hommes et les femmes. Oui. Page 28. Oui. Et je vais lire la dernière phrase. Oui. Il est bien connu, ma petite, parce que c'est le grand-maman qui parle à Julie après avoir planté un chêne, que les arbres qui ont moins de racines que de branches sont souvent à la merci de ces grands vents qu'on croyait disparus, mais que l'intégrisme religieux ravive partout sur la planète. Oui. C'est vrai. Il y a 10 ans ici, il y a 15 ans, là, on ne pouvait pas imaginer qu'un jour, on va se mettre la campagne électorale va se dérouler autour d'un niqab et que les gens ont passé tout... Et puis, ça aiguise. Si ça aiguise autant, ça touche autant les émotions des gens, ça qu'à un moment donné, ils se disent « Oh là là !» Tout ce qu'on pensait autrefois sécurisé, voilà qu'on revient là-dedans. On retourne là-dedans, on pensait que l'égalité entre les hommes et les femmes, c'était un acquis qui était inébranlable. Mais en réalité, cet arbre de l'égalité, comme dit la dame dans le texte, qu'on pensait profondément enraciné, ne l'est pas tant que ça. Il faut garder les yeux ouverts parce que c'est pas les gens pour le remettre en cause qui manquent non plus. Oui, parce que vous avez écrit un très beau texte aussi sur la campagne électorale et la parade nuptiale des oiseaux. Oui. Ce vêtement, qui n'est pas sans message. Ben oui, il y a une dimension politique dans le niqab. Pourrait déterminer l'avenir du pays. Mais c'est ça qui est dommageable. Je trouve ça très dommageable parce qu'il y a beaucoup d'autres enjeux qui sont tellement énormes qu'on nous jette ça puis qu'on s'accroche là-dessus. On s'accroche là-dessus et qu'on le présente comme étant... Que les conservateurs présentent ça comme étant leur façon de dire que nous, l'égalité, et les hommes et les femmes, c'est quelque chose de sacré pour nous, puis on s'est toujours battu pour ça. Et je comprends la chose, je comprends que le niqab dérange les gens beaucoup. Je comprends qu'il les dérange, mais de présenter ça aux Québécois comme étant la seule chose sur laquelle il faut s'accrocher pendant cette campagne, je trouve ça très dommageable. Parce que c'est une façon je pense, de voiler le discernement des gens. Voiler le discernement, toujours le mot. On voit le discernement des gens parce qu'il y a tellement d'autres choses dont il faudrait parler. Et comme vous-même, comme immigrant, vu de là-bas, donc d'expatrié, vous prenez l'exemple de la noix de coco
pour dire Oui. qu'elle voyage légèrement. Mais oui, parce que les arbres connaissaient le voyage bien avant les humains, n'est-ce pas? Ils étaient là avant nous, puis ils ont développé des techniques. Ils utilisent le vent pour voyager. Le pissenlit, c'est un exemple classique. Il met son bouquet, puis le vent arrive, puis s'en vont, les bébés vont germer plus loin. Il n'y a pas de frontières. Là. Voilà, les arbres. La noix de coco, c'était le plus grand voyageur, je pense, parce qu'il tombait sur la mer, dérivait sur des milliers de kilomètres pour aller germer ailleurs. C'était un immigrant exceptionnel, la noix de coco, parce qu'elle partait légère. Elle était légère parce que c'était lourd, elle ne flotterait pas sur l'eau. Donc, elle était légère, et quand elle arrive, la noix de coco a besoin un peu d'aide. Des fois, c'est le crabe de cocotier qui fait des incisions dans la noix de coco pour permettre à la noix de germer. Et une fois germée, bien, la noix, elle mange. La chair blanche que nous consommons, c'est pour le jeune cocotier. Donc, le jeune cocotier mange d'abord cette chair qui est remplie de nostalgie, qu'elle a ramenée de son pays natal. Et après ça, ça finit et il faut s'enraciner sur place et exploiter ce que le pays d'adoption nous apporte. Oui, c'est pas tout, parce qu'en parlant de la noix de coco, ce que vous dites, et pour faciliter notre intégration dans une nouvelle culture, il y a des bagages qu'il faut laisser à la maison et une fois à destination, d'autres qui doivent rester dans nos valises. Si les noix de coco n'avaient pas opté pour cette légèreté, elles ne pourraient pas flotter, comme vous venez de le dire. Oui. Être trop chargé est un facteur de ralentissement sur la route qui mène à nos rêves d'expatriés. Oui. C'est tout le dilemme aussi dans ce débat-là actuel. Est-ce qu'on doit ouvrir nos portes, pas nos portes, accueillir plus de réfugiés, avoir peur, ne pas avoir peur? Moi, je pense qu'ouvrir sa porte à des étrangers est la meilleure façon de tester son propre seuil de tolérance. Les Africains disent ça. En tout cas, mon grand-père disait ça. C'est vrai. Mais en même temps, quand quelqu'un frappe à la porte, puis on lui ouvre la porte, puis on dit bienvenue, on a aussi le droit de dire enlève tes chaussures. Enlève tes chaussures, parce que moi-même, je ne mets pas mes chaussures quand je rentre ici. Comme tu arrives de l'extérieur, puis il y a de la gadoue, comme on dit en bon québécois, tu peux enlever tes chaussures. On n'a pas le droit de fumer dans ma maison, je ne fume pas là-dedans. Donc c'est un travail à faire aussi, parce que le vivre ensemble, ça nécessite des compromis. Les deux extrêmes, là, ça ne peut pas fonctionner. On ne peut pas être dans deux extrêmes et dire on va vivre ensemble. Ça prend un déplacement des deux. L'intégration, ce n'est pas juste vous venez, vous devenez nous. Vous devenez nous qui étions là, vous devenez nous. C'est aussi avancer vers nous un peu, on va avancer vers vous, puis on va trouver un terrain d'entente au milieu. Donc ça prend des compromis. Il faut que les gens acceptent de renoncer à certaines choses pour pouvoir aller vers le centre. Ça peut aller jusqu'à dire enlève ton niqab. Mais absolument. Absolument. Moi, je ne crois pas. Je trouve ça extraordinaire qu'on passe tout notre temps à cause d'une femme qui a dicté la campagne électorale au complet du Canada, un spécialiste australien et une femme qui veut jurer, et on a passé la moitié du temps à parler de ça. Ça ne devrait pas être. Mais il y a quelque chose de positif là-dedans, je me dis, Anne-Marie, parce que pour avoir observé le multiculturalisme canadien depuis longtemps, depuis que je suis ici, 20 ans, là. à chaque fois, et pour avoir écrit là-dedans, à chaque fois qu'il y a un petit type bisbille au Québec, c'est du Canada anglais que ça venait en disant regardez le racisme des Québécois, parce que c'est ce qu'ils appellent communément le Québec bashing. On parlait, mais aujourd'hui, le chat est sorti du sac cette fois-ci. Parce que ce n'est plus juste les Québécois qui sont insurgés contre le niqab. C'est le Canada anglais qui est sorti du sac et qui ont dit à 82% qu'eux aussi, ça les dérange. Et ça, c'est un début. C'est un début et je crois que la seule façon de régler la chose, c'est de le régler. De ne pas le ramener l'année prochaine sans que ce soit réglé ou l'année suivante. Parce que sinon, ce que ça fait, c'est que les gens que la charte devait protéger, cette minorité, c'est celle-là qui mange une claque. Parce qu'on les offre en pâture à une presse qui aime l'amalgame et qui sait que ça pogne. Ça pogne comme sujet et je trouve ça plate qu'à chaque fois, on en parle, on en reparle, on en reparle, on en reparle. Il va falloir à un moment donné s'asseoir et dire, OK, dans les services publics, quand tu jures de devenir citoyen, il faut que ça se fasse à visage découvert. On est dans une société de communication et je ne peux pas, moi, avoir une communication avec toi si je ne te vois pas. C'est pas islamophobe ou xénophobe? Mais non, pas du tout. Pas du tout, parce que je pense que la grande majorité des musulmans qui sont ici, je crois que si on leur demandait est-ce que vous voulez que le serment de citoyenneté se fasse à visage découvert, ils vont dire oui. Je suis convaincu de ça. Je voudrais parler du père. Mon papa? Oui. Parce que, Boucar, vous êtes un père heureux. Hein? Vous êtes un père, vos enfants sont métissés. Oui. Et ça fait partie des racines
peut-être des racines du baobab et des feuilles de l'érable ou des aiguilles de sapin, je ne sais trop ce que vous avez montré cette... c'est des métissés serrés. Oui, des métissés serrés, mais Voilà. il y a tellement des belles phrases parce que vous êtes un père heureux, très présent, et puis vous dites, en parlant de votre père, il était là pour la famille et pas avec la famille. Un homme silencieux, puis vous ajoutez, il y a des silences plus audibles que la parole. Oui, mon papa était comme ça. C'était pas quelqu'un de... C'est un faiseur. Et de temps en temps, parce qu'on était nombreux, nous, hein, c'était une famille de 19 enfants. Et puis, arrivé un moment où il n'y avait pas grand-chose à manger, là, puis papa, il disparaissait, puis on ne le voyait pas. Mais il était en train de négocier de la nourriture quelque part dans les villages. J'ai des souvenirs de ma grand-mère. À qui j'ai raconté ça à mon fils l'autre fois? Ma grand-mère qui, à un moment donné, sortait la vieille peau de vache, tu sais, puis elle coupait ça en carrés, elle mettait ça dans le feu et rasait la peau de vache. Elle mettait ça dans l'eau salée pendant longtemps, pendant 24-48 heures. Puis tout le collagène reprenait l'eau, puis elle faisait bouillir ça avec des épices, puis on mangeait ça. C'était pas facile. Alors, papa, il n'avait pas le temps là, de s'investir dans le développement affectif des enfants. Il voulait les nourrir avant tout. Et évidemment, c'est le passage de la vie. Hein? On parle toujours de l'arbre de la vie, de l'arbre généalogique aussi. Hein? La métaphore est toute là, c'est la réalité. Et à un moment donné, dans le livre, on dit « La science ne va pas t'apprendre la vie, mon fils. » Et pourtant, à travers la science, vous nous l'apprenez, la vie. Oui, mais la science a des limites aussi. La science a beaucoup de limites, je pense. La science est assez jeune. Elle a peut-être 500 ans, la science moderne. Alors que la Terre est là depuis... la preuve, chaque jour, je pense qu'on fait des découvertes, qu'on dit « Ah oh, on ne croyait pas ça. » Alors, des espèces nouvelles, même. Voilà, des espèces nouvelles, mais aussi des liens inextricables qui tissent la vie, qui font que... Moi, mon âme est animiste. Mon grand-père était un animiste qui vénérait la nature, qui faisait des offrandes aux arbres, qui versait du lait par terre. Puis cette façon, ce rapport avec la nature m'habite intimement, même si je suis quelqu'un qui croit beaucoup à la théorie de Darwin. Oui, parce que vous apprenez que les arbres ont une sensibilité. Une forme. Une forme de sensibilité. Oui. Il y a des arbres. Il y a des plantes ici, aux États-Unis, c'est-tu en Utah, 80 000 ans? Oui, la civilisation, la communauté Pando, on appelle ça. Qu'on pense que l'arbre original aurait 80 000 ans. Ça fait longtemps, ça. Là. On n'était pas là. Mais, non. Je ne sais pas si on sera pour d'autres choses, mais en terminant, ce n'est pas un piège, mais si le Canada ou le Québec étaient des arbres, ce serait quoi? Si le Canada et le Québec... Mais vous parlez de laurier, il y a de chêne, il y a baobab. Est-ce qu'il y a une espèce d'arbre qui vous vient à l'esprit? Moi, je pense que si le Québec était un arbre, ce serait un érable. Pour la douceur. Pour la douceur des gens. Moi, je suis un amoureux fou du Québec. Puis c'est cette espèce de solidarité, cette capacité que les gens ont tout de suite de sentir ce qui dérange l'autre et de ménager ta susceptibilité que je trouve formidable. Moi, ça a pris, je pense, 1 semaine de présence au Québec pour que la relation se fasse. Puis c'est une relation. Le Canada, si c'était un arbre, je ne sais pas vraiment. Je ne sais pas, peut-être... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas pour le Canada parce que on va avoir l'occasion ma vie est beaucoup très québécoise. C'est ça. Et ça se sent, ça se lit, ça s'entend, Boucard, à la fois par votre écriture, votre humour, votre réflexion, votre recherche. Merci d'être chez nous aussi généreux. Merci. De votre savoir et de votre affection. Merci. Boucard Diouf, Merci. qui publie « Rendez à ses arbres ce qui appartient à ses arbres ». En tout cas, vous qui nous avez parlé du vent, hein, qui transporte la vie, merci de ce vent de fraîcheur sur nous, Boucard Diouf. Merci beaucoup, Anne-Marie. Merci pour le jeu de mots. Mais je sais, je suis pas à votre hauteur, là, mais quand même. Merci.